Ça y est, après quasiment 10 ans d'attente, le jeu événement The Last Guardian est sur le point de sortir. Il est la dernière partie d'une trilogie mythique du jeu vidéo qui comprend avec elle Ico et Shadow of the Colossus. Ces trois jeux, malgré leur gameplay foncièrement différent, ont pour point commun un univers singulier, une façon unique de penser le jeu vidéo et un homme. Cet homme, c'est Fumito Ueda. Considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands créateurs que le jeu vidéo ait connu, lors de ses études, cet artiste génial n'était pourtant pas ce que l'on appelle un élève assidu. Début des années 90, Fumito Ueda étudie à l'université des arts d'Osaka, située à Kanan dans le district de Minami-Kawashi de la préfecture d'Osaka au Japon. Cette école privée est notamment connue pour avoir formé des élèves talentueux tels que Hideaki Anno, Masamune Shiro, Takashi Tezuka ou encore Koji Kondo. Ueda aurait donc pu se sentir privilégié d'étudier dans un tel environnement, mais en réalité il accorde peu d'importance à ses cours. Plutôt que de travailler, il préfère se balader des heures durant sur sa motocyclette, pratiquer l'airsoft, regarder des films ou encore jouer à des jeux vidéo. Il a beau être créatif, rien à faire. Il ne parvient pas à se passionner pour ses études et fait tout ce qu'il peut pour travailler le moins possible. En troisième année, il choisit la spécialité art abstrait car il sait que les autres spécialités demandent un investissement considérable pour être crédible auprès des professeurs, là où en art abstrait, il lui sera possible de se mettre au boulot à la dernière minute pour rendre quelque chose de convenable. Toutefois, arrivé à un certain point, Ueda s'inquiète. Il approche de l'examen final et se dit qu'il est peut-être temps de penser à l'avenir et de se mettre au travail s'il veut un jour créer les choses qu'il a en tête. Il se motive, mais une fois diplômé, il doit bien se l'avouer, gagner sa vie grâce à ses dessins va être compliqué, pour ne pas dire impossible. Il fantasme parfois, imaginant qu'un marchand d'art pourrait se rendre à une de ses expos et, en voyant ses œuvres, crier au génie. Mais exposer coûte cher et Ueda a les pieds sur terre. Il n'essaiera jamais de montrer ses travaux. Au terme de ses études, il prend conscience d'une de ses contradictions. Quand il était à l'école, pendant son temps libre, il aurait pu aller au musée et s'intéresser à l'art, mais il ne l'a jamais fait. Il préférait s'adonner à ses hobbies. Il dessinait uniquement en classe et ne prenait jamais le temps d'exercer en dehors de la fac. Ueda est un jeune homme actif, ses activités sont nombreuses, mais elles ne concernent jamais directement la discipline vers laquelle il s'est orienté. Sans pour autant renier son inclination pour l'art, il décide alors de consacrer du temps à quelque chose qu'il exerce vraiment au quotidien par passion, l'informatique. Cela fait quelque temps que Ueda a revendu sa moto pour investir dans un Amiga. Certaines émissions créées avec cet ordinateur lui laissaient penser qu'il pourrait s'en servir pour faire de l'art contemporain. C'est en apprenant son fonctionnement en autodidacte qu'il fut de plus en plus séduit par la création et l'animation d'images de synthèse. À force de pratique, il finit par avoir un bon niveau et parvient à se faire embaucher par une entreprise d'Osaka qui veut exploiter ses compétences pour la Kanai Television. Cette opportunité permet certes à Ueda de quitter son job alimentaire à mi-temps, mais ne le satisfait pas pour autant. Animer des logos n'est pas des plus enrichissants. Du coup, durant son temps libre, il se met à travailler sur des projets personnels qu'il compte présenter à diverses compagnies pour tenter de trouver un travail plus intéressant. C'est chez Warp qu'il décide de postuler. Selon lui, ce jeune studio de développement de jeux vidéo composé d'une quinzaine de personnes est le plus à même de lui laisser tenter sa chance. De plus, ses titres typés cinéma interactif semblent tout trouver pour Ueda qui souhaite y exercer le métier d'animateur. Il leur envoie alors une démo d'une voiture roulant sous la pluie, le tout avec flaques d'eau et éclaboussures sur les pneus. La démo plaît, elle en jette, le talent d'Ueda est immédiatement reconnu, il est embauché dès le premier entretien. Lorsqu'il commence chez Warp, le studio est en train de finir le développement de D. Ueda ne va contribuer qu'à une seule scène du jeu, mais va très vite se rendre compte que le rythme de travail est infernal. Les horaires sont impossibles et les délais très compliqués à tenir. Cependant, Ueda est tellement heureux d'en avoir fini avec ses précédents jobs ennuyeux qu'il prend plaisir à bosser et apprend énormément. C'est sur le prochain jeu de la firme Enemy Zero qu'il va vraiment s'investir, principalement sur tout ce qui est animation des personnages. Parfois, il doit donner vie en images à des scripts textuels, et ce en collaborant avec d'autres animateurs. En voyant leur travail, il se dit souvent qu'il aurait créé cette cinématique autrement, ou que cette scène aurait été meilleure s'il en avait été en charge. Il est frustré de n'être qu'un des maillons de la chaîne, la volonté de contrôler la conception d'un jeu de A à Z germe en lui.
Après 1 an et demi chez Warp, il postule chez les studios internes de Sony, Sony Computer Entertainment. 2 jeux vidéo provenant de la firme ont interpellé Ueda cette année-là en 1997, le jeu de rythme Parappa the Rapper et le jeu de réflexion IQ Intelligent Cube. Le lien entre ces 2 productions n'est pas évident de prime abord, elles ont pourtant en commun d'être le produit de l'imagination de 2 artistes, Rodney Greenblatt pour Parappa the Rapper et Masahiko Sato pour IQ. Ueda a été complètement emballé par leur création. Par exemple, dans Parappa the Rapper, il a trouvé le parti pris des personnages en papier découpé dans un environnement 3D bien plus puissant que les rendus réalistes qu'il faisait lui-même. Il semble donc que dans le monde du jeu vidéo, il est possible que des artistes portent un projet et lui donnent une patte unique. Cela plaît à Ueda, qui espère lui aussi avoir l'opportunité de donner vie à ses idées chez Sony. Encore une fois, Ueda semble taper dans l'œil de tous ceux qu'il croise, il n'a aucun mal à convaincre Sony et est embauché au terme du premier entretien. Mieux que ça, et à sa grande surprise, la demande qu'il avait faite lors de l'entretien, qui était qu'avant de venir travailler chez eux, il voulait un délai de 3 mois pour qu'il puisse réaliser un film en images de synthèse résumant une idée de jeu qu'il avait en tête, a été acceptée. Sony lui a même proposé de venir travailler sur ce film directement dans leurs locaux. Au bout de 3 mois et demi, Ueda produit un film d'une durée de 2 minutes environ, montrant les aventures d'un petit garçon aidant une jeune fille plus vieille que lui à fuir d'un château. Le film enthousiasme le producteur exécutif de Sony, et c'est alors officiel, Fumito Ueda est chargé pour la première fois de diriger la réalisation d'un jeu. Ce jeu, c'est Ico. En plus de devoir concrètement imaginer les mécanismes de gameplay qui seront dans le jeu, Ueda doit fonder une équipe, la Team Ico, composée au départ de 2 programmeurs, 4 artistes, un designer et un directeur lui-même. Cette équipe ne dépassera pas les 15 personnes, ce qui est peu comparé à l'équipe des bureaux voisins travaillant sur Legend of Dragoon, où l'on compte pas moins d'une centaine d'employés. Mais même si l'effectif de la Team Ico est réduit, chaque membre est embauché avec soin. Ueda prend le temps de trouver les bonnes personnes, des personnes extérieures au monde du jeu vidéo et qui par conséquent amènent un regard neuf, cela n'étant pas trop attaché aux codes qui régissent ce média. Avec Ico, Ueda vise un public large. Il veut que tout le monde puisse apprécier son jeu, surtout les non-initiés. Pas besoin d'être cinéphile pour savourer un film, se dit-il, eh bien il veut que ce soit pareil pour les jeux vidéo. Ueda, en 1997, avait été frappé de voir que sa génération, une fois entrée dans le monde du travail, arrêtait de jouer. Pourquoi ses camarades ont cessé de jouer en vieillissant, mais ont continué de regarder des films? C'est ce genre de réflexion qui lui donne envie de donner ses lettres de noblesse aux jeux vidéo pour faire de ce domaine un art au même titre que les autres, et ce en usant des qualités qui lui sont propres. Pour faire de son jeu une œuvre appréciable par tous, il va user d'une méthode qu'il systématisera plus tard, appelée conception par soustraction. Cette approche minimaliste consiste d'une part à exclure tout ce qui fait très jeu vidéo et qui sort le joueur de l'immersion, comme le système d'évolution d'un personnage avec des points d'expérience, la barre de vie, l'inventaire, la musique de fond ou les personnages non joueurs statiques. Ensuite, il s'agit de simplifier tous les éléments du jeu. Ico va se dérouler dans un lieu unique, avec un objectif très simple, aider une jeune fille à s'enfuir d'un château. Le thème est universel, et les idées de gameplay qui en découlent sont naturelles, comme le fait de devoir tenir la main de la fille pour la faire avancer. Sur le papier, le projet emballe l'équipe, mais 2 ans plus tard, en 1999, le résultat n'est pas à la hauteur. Les animations des personnages ne sont pas aussi réalistes que l'équipe l'espérait, l'intelligence artificielle n'est pas opérationnelle, et la PlayStation 1 a une puissance trop limitée. À cet instant, le projet aurait pu être annulé ou fondamentalement modifié, mais l'équipe tient bon et ne fait pas de compromis. Elle décide de rester fidèle à l'idée originelle et porte le projet sur PlayStation 2. Ce choix est difficile pour Ueda, car les premiers jeux voyant le jour sur une nouvelle plateforme sont rarement bons. De plus, cela signifie qu'il faut tout recommencer depuis le début. Cette absence de compromis deviendra une marque de fabrique de Fumito Ueda, ce qui expliquera le temps incroyablement long que chaque jeu met à sortir. C'est après 4 ans d'erreurs et d'enseignements que Ico s'apprête à sortir. Ueda apporte la touche finale en dessinant lui-même la jaquette du jeu, dont l'esthétique a été inspirée des œuvres de l'artiste Giorgio de Chirico. Mais le doute s'empare alors de Ueda. Ses choix radicaux ont-ils été les bons? Difficile de percevoir le bon du mauvais lorsqu'on est immergé depuis tant d'années dans un projet. En 2001, Ico débarque dans les magasins. Ueda va avoir les réponses à ces questions.
Les joueurs sont ébahis devant la beauté de chaque environnement. Ils s'inquiètent dès qu'ils s'éloignent un peu trop de la fille Yorda, alors à la merci des ombres. Et ils ne lâchent sa main que lorsqu'ils y sont obligés. Au départ, Ico sort de manière plutôt confidentielle, mais c'est avec les années qu'il sera reconnu à sa juste valeur et deviendra une œuvre culte et très importante dans l'histoire du jeu vidéo. Ueda n'a aucun recul sur l'impact que son jeu est en train d'avoir dans le milieu, il ne se doute pas qu'il vient de révolutionner le genre, et il se met déjà à plancher sur une suite qui portera le nom de code Nico. Si la première démo présente un jeu censé avoir des fonctionnalités en ligne, cela ne sera finalement pas retenu. La nouvelle vraie thématique que Ueda veut placer au centre de Nico prend la forme d'affrontements épiques entre un protagoniste et des colosses. Cette thématique, il la définit par le mot japonais Zankokusei, c'est-à-dire la cruauté, le barbarisme, l'inhumanité, la sauvagerie. Cette idée lui est venue après la sortie de Ico, alors qu'il se faisait interviewer par divers journalistes étrangers. Une question revenait alors plus fréquemment que d'autres, que pense-t-il du jeu GTA 3, sorti la même année que Ico ? En ce temps-là, GTA 3 suscitait la controverse de par son extrême violence et son incitation à commettre virtuellement des actes cruels. Il représentait souvent aux yeux des gens l'antithèse même de Ico, devenue une sorte d'égérie du jeu vidéo poétique et non violent. Ueda l'avoua volontiers, il aime GTA. Il y joue depuis le premier et apprécie le créateur de la série qui a également développé les Lemmings. Ueda n'a jamais pensé que la cruauté devait être bannie des jeux vidéo, elle semble plutôt souvent requise dans ce média. Avec ce constat, même si à travers Ico il n'avait pas pour intention de prôner la non-violence dans les jeux, Ueda est intéressé par la vision qu'ont les joueurs de son œuvre et veut, par un certain esprit de contradiction, qu'ils soient eux aussi incités à accomplir des actes barbares, comme dans GTA 3. Encore une fois, 4 ans de développement seront nécessaires pour créer ce qui deviendra Shadow of the Colossus, et non plus Nico. L'équipe de Ueda est maintenant surnommée par le producteur de Sony, la Team Olympique. Shadow of the Colossus sort en 2005 et est immédiatement acclamé. On retrouve l'ambiance si particulière d'Ico, mais avec un gameplay qui n'a plus grand chose à voir avec son aîné. Tout est centré autour de combats contre des boss gigantesques, durant lesquels il faut trouver à chaque fois un moyen différent pour le vaincre. Inciter le colosse à s'affaisser pour grimper sur sa barbe, tirer une flèche pour l'attirer et au moment voulu s'accrocher, exploser ses poches d'air pour qu'il perde de l'altitude et ainsi pouvoir sauter sur ses ailes. Le level design est directement intégré au colosse, l'ascension de leur corps s'apparente à une véritable phase de jeu de plateforme. Une fois vaincu, comme le voulait Ueda, ce n'est généralement pas la joie qui anime le joueur, mais plutôt la tristesse. Voir ces gros bestiaux s'effondrer est un crève-cœur, surtout qu'ici l'agresseur c'est vous, ou plutôt le protagoniste Wanda, qui fait cela pour ressusciter sa défunte femme. Quelque chose que Ueda n'avait par contre pas prévu, c'est l'attachement qu'ont ressenti les joueurs avec la jument Agro. Cette dernière a été conçue comme un moyen de locomotion, une mécanique servant le gameplay, elle n'était pas censée servir l'émotion. Pourtant, à la fin du jeu, lorsqu'Agro fait une chute mortelle, c'est accablé que l'on continue notre route pour aller affronter l'ultime colosse. À nouveau surpris par la réaction des joueurs, Ueda a alors eu envie d'explorer la relation que l'on peut avoir avec un animal. C'est en partie ce qui l'a inspiré pour réaliser son prochain projet, qu'il espère cette fois-ci rapidement terminer, The Last Guardian. Non seulement The Last Guardian ne sera pas rapidement terminé, mais ce n'est pas 4 ans que les joueurs devront attendre, mais près d'une décennie. Plusieurs facteurs expliquent ce développement sans fin. Départ de Ueda de chez Sony pour créer son propre studio, maintenant qu'il s'est fait un nom il peut se le permettre. Mécanique de gameplay très difficile à mettre en place, transposition du jeu de la PS3 à la PS4, tout cela entrave le bon déroulement des choses, de quoi décourager Fumito Ueda. À mesure que le temps passe, il pense que le projet ne verra jamais le jour. Our first game tonight has been long anticipated by the gaming community.
En 2015, à l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo situé à Los Angeles, plus personne n'attend des nouvelles de The Last Guardian. Pourtant, ce jour-là, le jeu refait surface et annonce même sa sortie prochaine. The creative director of Last Guardian, Fumito Ueda. Ueda-san. La réaction est très enthousiaste, Fumito Ueda est revigoré. Après toutes ces années, il en était arrivé à se demander si les joueurs se souvenaient encore de son jeu. Après ce qui a été un parcours du combattant, The Last Guardian arrive enfin en décembre 2016. Ueda dit lui-même que ce serait mentir de dire qu'il n'est pas inquiet. 10 ans se sont écoulés, Ico et Shadow of the Colossus ont depuis inspiré les créateurs du monde entier, l'héritage de ces jeux est immense, l'attente pour The Last Guardian n'en est que plus grande. Reste à savoir si le jeu en aura valu la chandelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'y donne régulièrement des nouvelles, et vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee, c'est ma principale source de revenus. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.